parti. Bonjour Marilyn. Bonjour, Sylvain. Ça me fait plaisir donc de t'accueillir pour cette session autour des chevaux anciens, des chevaux anciens. Donc je crois que tu l'avais appelé une brève histoire des interactions entre les humains et les chevaux, Mm. hein. Et donc quelques mots pour présenter donc cette plateforme, la plateforme Cheval en Conscience. Nous proposons des interviews de personnalités autour du cheval, de différentes approches du cheval. Et on a cet axe pour mieux connaître qui est le cheval, qui il était, son histoire. Et donc avec toi, Marilyn, on va parler de son histoire qui remonte à des milliers d'années, hein, à la préhistoire, au Mm. néolithique, hein, je crois que ça s'appelle, Paléolithique même. paléolithique même. Voilà, et puis donc ben, ça me fait super plaisir de t'accueillir pour cette interview. Marilyn, tu es archéozoologue et tu pratiques également la médiation avec les chevaux et la communication animale. Mm. Et c'est quoi d'être archéozoologue? Être archéozoologue, c'est étudier les animaux du passé à travers les vestiges qu'on trouve sur les sites archéologiques. Genre les dinosaures, Non. Non, Non, les dinosaures, c'est les paléontologues qui les étudient. Nous, ok, les archéologues s'intéressent aux périodes où l'humain est présent. Mais d'accord. l'humain n'a pas côtoyé les dinosaures. Mais il a côtoyé beaucoup d'animaux anciens, les bisons, les aurochs, les chevaux, les mammouths, j'imagine. Oui. Ouais. Et Les lions des cavernes. les lions des cavernes. Et ça me fait penser à mes contacts avec des nations amérindiennes. Et pour les nations amérindiennes, ils disent que le cheval a toujours été là. Ils disent que le cheval a été là de toute éternité avec nous et que c'est un don spirituel. Il y a souvent cette notion que le cheval a été apporté par les dieux, hein. On retrouve un petit peu ça dans les mythes avec la civilisation grecque, avec le mythe d'Apollon. Et comme on est en période de Jeux olympiques, Oui. premiers Jeux olympiques, les Jeux olympiques d'Athènes, donc en Grèce, il y a 2000 ans de ça, ben, il y avait apparemment aussi des chevaux. Et, euh, et donc les chevaux étaient déjà présents avant ça, avant les Grecs. Mm. Oui. Ils ont une évolution qui est beaucoup plus longue que les humains, que celle des humains. Donc, oui. Et ils existent depuis combien de temps? On sait à peu près depuis combien de temps ils sont apparus? Alors, la famille des équidés, c'est 55 millions d'années. Ah oui, quand même, ouais. Pour prendre une comparaison, les hominidés, c'est 3 millions d'années. Et D'accord. après, vraiment, le genre Equus, celui qui est le cheval, qui va donner le cheval moderne, c'est 5 millions d'années. Donc, même celui-là, il est plus ancien que la lignée des hominidés. Donc quand les Indiens Lakota disent que le cheval a été de toute éternité avec les humains, quelque part, ils ont raison. Oui, Et, tout à fait. et donc, comment on le sait, en fait? Comment on sait que les chevaux ont été avec nous et comment on découvre ça? Et est-ce qu'il y a une méthode scientifique? Comment ça marche, en fait? Eh ben, je vais partager mon écran parce que un discours, c'est sympa, mais avec des images, c'est encore mieux. Allez. Alors, c'est bon? C'est Ouais, visible? ouais. Donc, archéozoologue, Voilà. médiatrice équine, communicante animalière. Et donc, ton site Alors, internet, hein, j'arrive. écouteanimal.fr. Ouais. Donc, tu as été Attends. chercheuse à UMR, je ne sais pas ce que c'est, un Je laboratoire. veux dire unité mixte de recherche. D'accord. Attends, parce que ça passe pas Oh, pourquoi ça En tout passe cas, pas? Attends, je vois bien que ouais, j'arrête le tu as ton partage, je écran. reviens. Ok. Je reviens. Je vais arrêter ça.
Alors, Alors, voilà, je oui, vois donc que moi c'est bon. j'ai fait mes études à Tours, à la fac de Tours, où il y a une professeure d'archéozoologie, et ça m'a amené à soutenir une thèse de doctorat en 2007, puis que j'ai Ouais. publié en 2010, qui était c'était pas sur le cheval spécifiquement, c'était sur tous les animaux du Berry à l'époque celtique et gallo-romaine. Et, euh, et donc ta question, c'était comment on sait tout ça? Ouais, ouais. Donc, c'était à partir du Berry et je crois que tu es Ouais, originaire c'est ça. du Berry, hein. Tu me disais que le Berry est au centre de toutes les civilisations. Non. Alors, Biturige Cubi, ça veut dire roi du monde, mais c'est pas forcément le monde entier. Et ça m'a amené petit à petit à revenir aux animaux vivants en faisant de la communication animale et, euh, et de la médiation. Et c'est pour ça que j'ai voulu partager la phrase de Linda Kohanov qui dit que les chevaux étant à présent déchargés de leur rôle de bête de somme, ils nous aident à porter nos fardeaux psychologiques. Dans cette phrase-là, il y a déjà toute l'histoire des interactions en fait avec les humains. Absolument. Et donc, Absolument. pour étudier ces interactions, on a plusieurs sources. Les sources écrites, qui sont étudiées par les historiens. On a toutes les sources iconographiques, hein, depuis les peintures rupestres préhistoriques jusqu'aux enluminures du Moyen Âge. Ouais. Et puis, ce qui va plus concerner ce soir, c'est toutes les sources matérielles qu'on trouve sur les sites archéologiques. Mhm. Donc, non seulement des ossements, comme ici avec ce squelette de cheval, mais aussi des monnaies qui représentent des chevaux. Ici, c'est des potins gaulois de la tribu des Parisii, donc là où tu habites. Chez les Parisiens, c'est ça? Voilà, c'est ça. Et puis tout le mobilier de harnachement qui est étudié par des spécialistes de ces mobiliers-là. Mhm. Et en plus, ce qu'on trouve aussi en archéologie, c'est les sources immobilières, c'est tout ce qui est construit pour les chevaux. Ici, par exemple, c'est le pavage d'une écurie d'un château médiéval. Ouais, et Linda Kohanov disait qu'ils sont déchargés de leur rôle de bête de somme, qu'ils se rapprochent des chevaux, qui portent nos fardeaux psychologiques. Et le cheval est, je crois, la seule espèce animale pour laquelle on crée de véritables bâtiments. Oui. Et il y a les porcs avec les porcheries, mais Mm. c'est pas vraiment un bâtiment architectural généralement. Mais les chevaux, oui, les chevaux, il y a de vraies créations architecturales et ça Oui, montre. des grandes créations, ouais. Oui, oui, bah, on pense aux écuries de Chantilly ou de Versailles, c'est vraiment des... On n'a pas créé ça pour d'autres espèces, effectivement. Et donc il y avait déjà ça au Moyen Âge. Mhm. Après, c'est toujours difficile d'interpréter des constructions comme ça, de vraiment savoir. Il y a plein d'analyses. Maintenant, l'archéologie s'associe avec toutes les disciplines scientifiques, la chimie moléculaire, les isotopes, la génétique. Donc, on peut analyser des restes qui peuvent nous permettre de dire si, par exemple, on retrouve beaucoup de phosphates. C'est vraisemblablement qu'il y a eu beaucoup d'excréments, mais des excréments de qui, on ne sait pas. Là, dans ce château-là, il y a des sources écrites qui permettent de corroborer le fait que là, c'était vraiment l'écurie, en fait. Mais c'est pas disponible parce que l'écriture est inventée tardivement au regard de l'histoire humaine. Ouais. On n'a pas toujours les preuves de ce qu'on avance. Les archéozoologues, ils parlent toujours au conditionnel. Enfin, les archéologues. Il y a des mythes, il y a des légendes, hein, et est-ce que vous étudiez aussi ces mythes et je repense aux mythes des Grecs de Apollon, par exemple, hein, avec Ça le va plutôt être les historiens qui étudient ça. Mhm. Après, nous, on va pouvoir s'en servir pour étayer des hypothèses. Je vais en parler à un moment donné quand on va parler des relations, des interactions préhistoriques. Ouais, super. Ouais. Et, et donc, Et alors, en ce qui concerne plus précisément l'archéozoologie, oui. voilà, l'archéozoologie, elle étudie ça. Elle étudie toutes les traces matérielles des animaux, donc que ce soit des ossements, des bois de cervidés, des coquilles de mollusques en tout genre. Et puis, dans des sites particuliers, c'est-à-dire soit très humides, soit très secs, on a des restes de matière organique. Ici, à Bourges, on a eu la chance de trouver du cuir parce qu'il y a toute une zone de marais autour de la ville qui fait que ces matières organiques se conservent. Après, l'archéozoologie, ça vient pas, c'est une discipline assez récente, mais ça vient de- des botanistes de la fin de la monarchie.
notamment Georges Cuvier. C'est grâce à lui qu'au Muséum à Paris, il y a une grande galerie d'anatomie comparée. Et donc, les archéozoologues, ils utilisent ce qu'on appelle des ostéothèques. C'est comme une bibliothèque, mais à la place des livres, il y a des os. Et Mhm. ça nous permet de comparer les ossements qu'on trouve sur les sites archéologiques avec des ossements dont on sait quelle est l'espèce, quelle est la partie anatomique, pour nous déterminer, bah voilà, c'est du cheval, c'est un radius, il avait tel âge, etc. Et donc ça, c'est la mienne, enfin avec celle de mon compagnon qui est aussi archéozoologue. C'est notre Incroyable, ostéothèque plus modeste, mais avec plein d'ossements glanés à droite à gauche depuis 20 ans. incroyable, incroyable. Merci de nous partager ton ostéothèque. Et donc après, bah, les archéozoologues, ils vont déterminer donc, bah, voilà, de quelle espèce il s'agit, de quel os, Ouais. quel âge il avait. Donc c'est toutes les épiphysations des os. Là, on sait qu'avec les chevaux, on peut évaluer leur âge avec leurs incisives. Mhm. Et puis au niveau du sexe des individus, c'est plus restreint chez les chevaux parce qu'il n'y a pas de dimorphisme sexuel entre un cheval et une jument. D'ailleurs, aux Jeux Olympiques, les juments et les chevaux concourent dans les mêmes épreuves. Mhm. Mais on va déterminer le sexe sur le bassin et sur les chevaux ont des canines que les juments n'ont pas. Donc quand on a la chance d'avoir les mandibules et le crâne, ça permet de différencier les chevaux des juments. Et puis ensuite, les archéozoologues, ils vont étudier plein de traces qu'ils trouvent sur les os. Alors ici, il faut vraiment bien se rapprocher de l'écran pour voir cette fine incision au couteau Ok. sur un fémur, qui nous permet, après, on les recense toutes sur un schéma comme ça, qui nous permet de voir comment les animaux ont été découpés. Mm. Des traces de cuisson, des traces de salaison, des découpes artisanales, et puis toutes les traces du vivant de l'animal, c'est-à-dire toutes les pathologies. Chez les chevaux, ça va surtout se situer au niveau du crâne avec des traces de mort. Donc ici, là, j'ai mis en pointillé la forme normale de la dent. Mhm. Et donc, elle a été très usée par un mort. Ici, il Mm. y a sur les barres, le mort se place comme tous les cavaliers le savent, sur l'endroit où il n'y a pas de dent. Et si c'est utilisé de manière un peu excessive, ça peut créer des. Mm. Bah, l'os se défend en créant de l'os, hein, tu le sais, toi, tu es médecin. Et puis, on peut aussi avoir sur le palais, ici, c'est un cheval médiéval, pareil, de l'os qui est comme tuméfié parce que c'est sûrement la brisure du mort qui a tapé dans le palais. Et Et donc ça, c'est des pattes. Ouais. on peut dater à partir des os. Alors, les os en eux-mêmes, ils ne datent pas. Il faut faire des carbone 14, mais on ne fait pas des carbone 14 sur chaque os parce que ça Mm. coûte très cher. En fait, on date plutôt la couche archéologique dans laquelle l'os a été découvert. Mhm. Et cette couche, elle est datée avec le mobilier céramique et métallique. Et on part du principe que si on trouve des os dans la même couche, c'est qu'ils ont été rejetés en même temps que ces céramiques et ce mobilier métallique. C'est Mhm. comme ça qu'on date. Ouais, passionnant. Et puis, ben là, c'est un tout petit résumé qui permet de dire qu'avec les animaux et les chevaux, notamment, on peut étudier toute l'histoire quotidienne des sociétés parce qu'on va aller voir leur nourriture, leur artisanat, leur quotidien avec le travail, et puis tout ce qui est accompagnement des animaux pour les humains. Ouais. Voilà comment on sait tout ça. Et donc j'imagine que au début, les chevaux, ils sont sauvages. Oui. Il y a cette idée que l'homme de la préhistoire chassait les chevaux. Mhm. Euh, et, euh, et donc les représentations dans les grottes, je ne sais pas si tu en parleras plus tard, Ouais. ce sont des Oui. représentations de chasse. Et Pas forcément. qu'est-ce qu'on sait, voilà, qu'est-ce qu'on sait en fait sur les premières interactions à l'époque de Ouais. la préhistoire entre les chevaux et les hommes? Mhm. Eh bien, donc comme on disait tout à l'heure, les équidés et les chevaux ont une évolution beaucoup plus longue que celle des humains. Et clairement, le biotope naturel du cheval, c'est ce paysage de Mongolie. Ce sont des steppes
des périodes glaciaires où poussent des petites herbacées, quelques petits arbustes. C'est dans ça qu'évoluent les chevaux et les humains aussi, durant les périodes glaciaires du Paléolithique. Et on a deux voies d'accès pour connaître ces interactions. C'est effectivement, comme tu disais, toutes les représentations qu'on a des chevaux. Ouais. Donc là, j'ai mis les trois plus célèbres en France, mais il y en a partout en Europe, où les chevaux sont très abondamment représentés. Ils représentent 30% des représentations des grottes. C'est Et ça. c'est très rare qu'une grotte ornée n'ait pas au moins une représentation de cheval. Mhm. Et puis ensuite, on a aussi tous les objets du quotidien qui sont également très nombreux, comme des parures. Ici, la sculpture d'une pendeloque avec une tête de cheval. Mhm. Ici, c'est un fragment de propulseur. Le propulseur, c'est ce qui sert à lancer les saguets, Mhm. où on a deux têtes de chevaux sculptées. Ici, la sculpture, enfin la gravure sur une côte de bison d'un profil typique de cheval sauvage. Mhm. Et puis ici, c'est une incisive de cheval qui a été sculptée avec une figure un peu anthropomorphe. Mhm. Donc ça, c'est pareil, c'est très très courant sur les sites de la préhistoire. Et après, toute la difficulté est de savoir pourquoi le cheval est autant représenté. Mais visiblement, c'est un animal qui est très présent dans le quotidien des populations, mais c'est pas parce qu'il est très présent que ça ne représente que la chasse. Il y a plein de de préhistoriens qui ont émis des hypothèses sur le fait qu'il pouvait être le symbole d'un pouvoir temporel, qu'il pouvait être une divinité sacrée, qui est invoquée dans les scènes dans les représentations dans les grottes pour aider à la chasse, par exemple. Et il y a aussi l'hypothèse d'un ancêtre mythique. Et du coup, ça me fait penser à ce que tu disais des Amérindiens. Tout à fait. Et c'est une hypothèse qui est tout à fait retenue. Après, comme on n'a pas d'écrit, euh, on reste à l'état d'hypothèse. Et donc, c'est chouette de pouvoir aller interviewer ces Amérindiens parce que eux, ils sont encore comme une mémoire vivante orale de toutes ces interactions, en fait. Oui, il y a des légendes de création du cheval hein, qui restent tout à fait présentes, on pourrait dire, Ouais. et sur la manière dont le cheval a été apporté aux humains, et d'ailleurs c'est très souvent par les dieux, et j'espère bien le mois prochain, en août, aller interviewer des Mm. personnes qui témoigneront de ça, Mm, mm. pas par l'archéologie, mais cette fois-ci par les mythes, par les légendes. Mais c'est ça qui est hyper intéressant, c'est d'aller étudier une thématique avec plusieurs angles de vue pour, euh, pour essayer de faire quelque chose de plus général, en fait. Ouais. Et donc pour ces représentations, les pendelocks, le propulseur, l'incisive sculpté, on est à combien dans le passé à peu près? Tu veux dire au niveau des datations? Ah oui, au niveau des datations. Oui. Bah là, le Mas d'Azil, c'est une grotte qui est en Ariège. Ça, c'est des sites qui sont. On est aux alentours. Le Mas d'Azil, c'est l'Azilien, c'est la dernière période, il me semble, parce que je ne suis pas préhistorienne, hein, donc il me semble que c'est une des dernières périodes du Paléolithique, donc on est vers moins 10 000 à peu près. C'est ça. On est vraiment dans la préhistoire. On n'est plus du Oui, tout oui, oui, dans. oui. C'est On est ça. au Paléolithique, le Paléolithique supérieur, donc on est en période de glaciation, D'accord. juste avant le réchauffement climatique qui va s'opérer au Néolithique. Donc rappelle-moi, néolithique, c'est, J'ai mis, je remets tu vois, ici, préhistoire, il y a le Paléolithique qui est en bleu, et d'accord, puis après Néolithique, d'accord, l'âge du cuivre, et on va rejoindre tout ce qui est proto-histoire, puis histoire. d'accord. On est très très loin dans le passé de Oui, l'humanité. oui. Hmm, Oui, la frise n'est pas du tout à l'échelle. incroyable. Et le deuxième, comment dire, la deuxième manière d'étudier ces interactions préhistoriques, c'est d'aller voir pour le coup, là, vraiment l'hypophagie, la consommation du cheval, qui est pas égale ni dans le temps, ni dans les régions. Il y a des grandes variations qui sont sans doute liées non pas à un choix de viande, mais plutôt à la présence naturelle de chevaux à tel endroit, à telle période, même à telle saison.
Parce que là, par exemple, on voit que sur des sites contemporains, selon qu'on se situe en Espagne, en Aquitaine ou plutôt dans le bassin parisien, les proportions de chevaux vont être très différentes. Et en fait, c'est pas forcément lié à la culture des populations, mais plutôt à la présence naturelle des animaux. Ils vont chasser ce qui est sur place, en fait. Ok. Et que ce soit les traces trouvées sur les ossements ou les outils trouvés sur les sites archéologiques vont permettre de proposer ce genre de reconstitution de chasse au cheval où, où les humains lancent des saguets et on retrouve au bout des saguets, il y a des pointes de flèches en silex et on va retrouver des traces d'impact sur les os des chevaux. Et il y a même aussi une discipline qui s'appelle la tracéologie qui va aller étudier au microscope les traces qu'on a sur les outils en silex. Et Incroyable. ensuite, de la même manière, avec les mêmes sources, on sait ensuite que les chevaux sont dépecés. Il y a des outils particuliers pour faire ça. Puis, ils sont séparés en différentes parties. On va les désosser, rejeter les os. Ça, c'est ce que les archéologues vont retrouver Mhm. et que les archéozoologues vont étudier. Et puis ensuite, la viande est mise à sécher ou à fumer pour être conservée. Oui. Voilà, pour la préhistoire, c'est vraiment les deux axes qui permettent d'étudier un axe plus spirituel, on pourrait dire, et puis un axe alimentaire. Et pour le Alors moment, après, il y a pas vraiment oui, de théorie ou de conjecture sur quel type de relation ils avaient. Est-ce que c'était purement la consommation de viande ou est-ce qu'il y avait une autre composante? On ne le sait pas, on peut supposer qu'il y avait autre ce chose. sont que des suppositions, ouais. C'est ça, c'est ça. Mm, mm, mm. Mais vraiment, les grottes ont été très, enfin, les représentations dans les grottes ont été très étudiées. On a Mhm. parlé de chamanisme préhistorique, on a parlé effectivement de représentation de panthéon des fois. Mhm. Mais tout ça, ce sont des hypothèses. Et, et c'est beaucoup ce que tu vas faire avec les Indiens, les Amérindiens la semaine prochaine, c'est ce que font les ethno-archéologues. Ils vont voir les peuples premiers et ils vont leur demander euh, comment ça se passe chez eux. Donc je sais que beaucoup d'ethno-archéologues sont allés en Afrique, sont allés en Mongolie, sont allés dans toutes les traditions pas que pour le cheval, hein, mais aussi pour les bisons, pour les rennes. Ils sont allés voir les populations samis aussi pour vraiment leur demander euh, à quoi ça vous fait penser ces représentations. Qu'est-ce que Mhm. dans votre culture on en dit? Et c'est comme ça qu'ils ont pu émettre les hypothèses d'ancêtres mythiques, de divinités, de choses comme ça. Mhm. Et on va passer petit à petit à la domestication, mais je voulais juste faire un point avant, c'est que Oui. c'est très difficile de savoir. La domestication, c'est un phénomène très complexe et il peut y avoir de l'apprivoisement. Et pourquoi pas de l'apprivoisement dès ces périodes-là? Le chien a bien été domestiqué. On a les preuves en moins 18 000, moins 20 000, mais il y a des hypothèses en moins 30 000. Donc, Mhm. si le chien, le processus a pu se faire, le cheval, il a pu aussi être apprivoisé, des poulains qui sont récupérés, qui sont familiarisés avec les humains. Et ça va pas se voir sur les os. Mais on peut émettre l'hypothèse. Donc, il peut y avoir ce genre d'interaction aussi. Juste, j'en parle pas parce que j'ai aucune, j'ai rien à me mettre sous la dent de, de matériel. Oui, il y a pas vraiment de preuves scientifiques, mais Mm, mm. il y a quelqu'un qui me disait que la précision des représentations dans les grottes et aussi le fait qu'on représente le cheval, pas en situation de fuite, mais parfois Mm, dans d'autres comportements, hein, des mm, mm. comportements de, je sais pas, l'étalon qui fait la cour et ou sa jument, Oui, voilà, montre que bah, il devait y avoir une forme de familiarité parce mm. que, parce que sinon, bah, on n'aurait pas pu observer des comportements comme ça. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui est pris en Bah, considération, mais ce qui est sûr, c'est qu'ils ont un très grand sens de l'observation. Et après, des troupeaux, ce qui est compliqué, c'est qu'actuellement, on n'a plus vraiment de troupeaux sauvages, mais je ne sais pas, toi, dans les plaines américaines, si les chevaux sauvages peuvent, enfin, sauvages, environnementalement parlant,
peuvent être observés de manière assez fine? Est-ce que les humains peuvent s'approcher sans qu'ils se tuent? Dans les montagnes rocheuses, il y a des mustangs qui sont des chevaux revenus à l'état sauvage, pour la Mhm. plupart. Mm. Et moi, ceux que j'ai observés, ils ont une distance de sécurité de plus de 50 mètres. On ne peut Ouais. pas les D'accord. approcher à moins de 50 mètres. Donc, j'imagine qu'ils n'avaient pas de jumelles à l'époque. Ça me paraît Non. difficile d'observer le comportement que parfois on voit représenté sur les parois des grottes et de Ouais, façon ouais, très complètement. précise, en fait. Oui, oui, c'est vraiment hyper précis. Donc, effectivement, il y a pu y avoir une familiarité, comme tu dis, Hmm. qui permet d'observer. Donc, pourquoi pas des apprivoisements. Mais ça, on peut pas le démontrer. Mhm. Ok. Mm. Et par contre, on a des éléments pour connaître le processus de domestication des chevaux au cours de la préhistoire? Oui, oui, oui. Alors, la domestication, c'est vraiment un phénomène complexe à étudier. Il n'y a aucun processus de domestication en cours actuellement. Donc, ça, ça demande vraiment d'étudier très finement. Euh, Le processus de domestication, ça fait passer une espèce sauvage qui est entièrement libre de ses mouvements et de ses allées et venues à une espèce domestique qui, elle, va être très contrôlée par les humains. Donc, j'ai mis un peu les deux extrêmes pour Ah oui, illustrer. oui. J'aime bien ta photo du petit mini cheval là avec un Ouais, cheval de trait. Je sais pas ce que c'est, un Shire ça peut-être. doit être un Shire, ouais, je pense, avec un mini Shetland. Mais- Alors que les chevaux sauvages, ils ont des carrures à peu près très homogènes. Mais le problème pour les archéozoologues, c'est de voir ça sur les os. C'est toujours la même chose. Nous, il nous reste que les os. Comment on voit qu'un cheval est domestique ou sauvage sur un os? Mhm. Alors, sur d'autres espèces, il y a des phénomènes de variation morphologique qui se font très rapidement après la domestication. Mhm. Par exemple, les bovins, les aurochs, vont très rapidement baisser en taille, mais c'est moins le cas chez le cheval. Un autre élément qui permet de savoir, c'est quand l'ancêtre sauvage n'est pas présent. Par exemple, les moutons et les chèvres en Europe ne sont pas du tout présents à l'état sauvage. Donc forcément, quand on en trouve dans la période de domestication, on sait que ce sont forcément des domestiques, puisqu'ils ont été importés. Mais les chevaux sont toujours, même si au cours du néolithique et du réchauffement climatique, ils ont suivi leur biotope naturel, c'est-à-dire qu'ils sont déplacés vers l'est, vers les plaines d'Europe centrale et puis d'Asie jusqu'en Sibérie. Ouais. Il en reste quand même quelques-uns, on voit ici. Il reste quelques souches pendant le néolithique, donc l'ancêtre sauvage étant présent, on ne peut pas savoir. Donc jusqu'à présent, euh, pardon. Jusqu'à présent, ce qu'on savait, c'est que dans les steppes d'Asie centrale, Ouais. au Kazakhstan, il y a un site qui s'appelle Botaï, qui a donné son nom à la culture, et qui présentait diverses caractéristiques qui plaidaient en faveur de c'est le site où les chevaux ont été domestiqués. Mhm. Donc il y a ils ont retrouvé des amas d'ossements, il y en a plus de 300 000 et c'est à 99% des chevaux. Mhm. Ces chevaux présentaient des usures dues au port d'un mort. Mhm. Et en plus, on a retrouvé des traces d'enclos. Alors là, c'est la reconstitution actuelle du site, donc, qui a été fait à partir des vestiges. Donc tous ces facteurs-là faisaient de ce site vraiment un petit peu l'étape par laquelle les chevaux étaient passés pour leur domestication. Et en plus, dans les fonds des céramiques, il y avait du gras de lait de jument. Il a été analysé au niveau chimique. C'est du lait de jument, c'est pas du lait d'une autre espèce. Ok. Et donc là, on se situe vraiment à la fin du néolithique, presque à l'âge du cuivre, vers le 4e millénaire. Mhm. Sauf que ça, c'était avant la génétique. Et les analyses paléogénétiques sont arrivées et ont un peu tout chamboulé. Ah bon? C'est-à-dire que l'équipe de Ludovic Orlando, notamment à Toulouse, mais d'autres équipes dans toute l'Europe, ont analysé le génome de tous les chevaux de cette période-là. Ah Et oui, donc, on voit avec Yvette Running Horse d'ailleurs, que Oui, j'avais c'est ça. Ouais. interviewé l'année dernière, hein,
Oui, qui a fait son postdoctorat dans l'équipe de Ludovic Orlando. Tout à fait, tout à Et fait. comme dit Ludovic Orlando, à cette époque-là, il y avait plusieurs manières d'être cheval. Mhm. C'est toutes les couleurs qui sont représentées. Et les chevaux de Bataille sont ces chevaux représentés en vert et qui n'ont rien à voir avec les chevaux actuels parce que le génome des chevaux actuels, c'est le orange. Donc, les chevaux actuels ne viennent pas de ces chevaux-là. Ils ne Donc viennent ça, pas de c'était ces déjà... chevaux-là. Non. Ok. Donc ça, c'était un peu une première révolution. Donc par contre, ce qui est sûr, c'est qu'ils ont été domestiqués, ces chevaux de Bataille, mais ils n'ont pas donné les chevaux actuels. Et en fait, en Ok. décryptant leur génome, c'est celui des chevaux de Przewalski. Qui Ce sont qui fait qu'au considérés comme des chevaux sauvages pourtant. du point de vue environnemental, effectivement, jusqu'aux analyses génétiques, il était considéré comme le dernier cheval sauvage de la planète. Sauf qu'en fait, non, c'est du point de vue génétique, c'est pas un cheval sauvage. C'est un cheval qui retournait à l'état sauvage, qu'on appelle un cheval féral, Ok. et qui n'est pas du tout à l'origine des chevaux actuels. Donc ça a vraiment, enfin, quand ils ont sorti leur article, ça a été la révolution, quoi. Et Euh, les chevaux actuels proviennent d'une seconde étape de domestication qui s'est faite près de 1000 ans après, mhm, donc vers 2000-2200. Et ils ont réussi à arriver à cette conclusion-là, toujours en analysant plein de génomes de chevaux qui s'étalent du quatrième millénaire à nos jours. Et on voit qu'à partir de 2200 à peu près, les chevaux en Eurasie correspondent tous au génome des chevaux actuels. Donc il y a vraiment un point de bascule mhm, à ce moment-là. Alors Ludovic Orlando, il explique que c'est par une modélisation mathématique qu'ils ont réussi à voir que ça se passait à peu près vers la région de la mer Caspienne. mhm. Donc là, moi, je ne vais pas rentrer dans les détails. Il faut aller voir les conférences de Ludovic Orlando, elles sont très bien faites. Et il explique de manière très didactique et très pédagogique comment ils sont arrivés à ces conclusions-là. Donc en fait, on est passé en l'espace de 1500 ans d'une diversité de lignées sauvages à une relative homogénéité des lignées domestiques. Et donc Euh, ça n'a pas été aussi simple qu'on pourrait le penser euh, non. en partant d'un cheval sauvage, le cheval de Przewalski qui aurait été domestiqué, qui aurait donné le cheval de selle français hein, qu'on retrouve dans les clubs équestres. Et, et apparemment, en tout cas, le processus a été plus compliqué que ça. Oui, bah, c'est la première espèce pour laquelle on observe ces deux battements, en fait, ces deux étapes de domestication. Mhm. Pour tout, pour les aurochs, les sangliers, les mouflons, tout ça, ça s'est fait de manière assez homogène. Mais pour les chevaux, mais sans la génétique, on n'aurait jamais su ça. C'est vraiment ces analyses-là qui ont permis de vraiment préciser comment ça s'est fait. Ouais. Passionnant. On ne sait pas pourquoi il y a eu ces deux domestications successives. Non, on ne sait pas pourquoi. Ludovic Orlando, il parle d'une domestication, d'une première étape avortée. Mhm. Euh, Parce que pour recueillir du lait de jument, pour mettre dans des enclos, avoir des traces de mort, ils étaient clairement domestiques. Enfin, ils correspondent aux critères, en fait, d'enfermement. Et en même temps, ils ressemblent énormément aux chevaux qui sont peints dans les cavernes. Donc, ils n'ont pas eu le temps d'énormément évoluer entre le début de leur domestication et leur retour à l'état sauvage. Mais alors, pourquoi ils sont retournés à l'état sauvage? Pourquoi? Alors, il y a ça c'est pareil, je ne vais pas rentrer trop dedans parce que ça sort complètement de mon champ de compétences, mais les paléogénéticiens, ils étudient aussi des gènes qui, euh, qui expliquent pourquoi on a sélectionné ces lignées-là. Et notamment, il y a un gène qui code une formation dans la colonne vertébrale qui fait que ce gène-là a été sélectionné parce que ça donnait un dos plus fort. Et D'accord. puis, il y a aussi des gènes qui correspondent plutôt à des critères de docilité. Et peut-être que les chevaux de Bataille n'avaient pas tous ces critères-là. Là, je rentre pas plus là-dedans.
Ok. parce que c'est vraiment hors de mon champ de compétences. En tout cas, les chevaux de Przewalski sont pas particulièrement dociles, ça c'est certain. Oui, oui, pareil, oui. Donc, à partir du troisième millénaire, la Terre est entièrement peuplée de chevaux domestiques, pour le coup. Ça s'est fait de manière très rapide. Mhm. Et ils vont être sollicités pour des compétences qui existaient déjà avec les lignées sauvages, donc fournir de la viande et puis fournir des matières premières pour l'artisanat. Et le fait de les avoir domestiqués va permettre de fournir d'autres services, entre guillemets, Ok. aux humains. Donc voilà, résumé tout ce que peuvent fournir des chevaux domestiques. Et on peut aller étudier chaque thématique pour voir un petit peu dans le temps comment ça a évolué. Mhm. Donc au niveau de l'hypophagie, euh, on a vu que c'était abondamment pratiqué durant tout le Paléolithique. On voit quand je déplace ma flèche là comme ça? Oui, on voit, on voit. Donc, Ok. on est quoi? On est à 20 000, 30 000. Le Paléolithique, c'est jusqu'au réchauffement climatique, donc entre 10 000 et 8 000 Ok. avant notre ère. Et ensuite, on passe dans le néolithique. Donc là, c'est vraiment à partir du moment où on a un réchauffement climatique qui s'opère et qui va engendrer toutes les transformations qu'on connaît. Le développement des céréales, le développement toutes les domestications. Toutes les grandes domestications sont faites à cette période-là. Et puis, on a vu tout à l'heure que comme les chevaux sont plutôt des animaux de climat froid, comme au néolithique, ça se réchauffe, ils vont se déplacer, ils vont suivre leur biotope naturel. Donc, c'est pour ça que j'ai mis en pointillé ici au niveau de l'hypophagie, parce qu'on a une baisse de, de l'hypophagie, mais qui est vraisemblablement due au fait que c'est pas culturel, c'est environnemental. Il y a moins de chevaux, donc forcément, on les consomme moins et on les retrouve moins sur les sites archéologiques. Ok. Et ça va reprendre à partir de leur domestication. Durant les âges des métaux, ils sont vraiment abondamment consommés. On les retrouve sur tous les sites. Je vous ai mis ici un maxillaire de cheval avec les incisives qui sont brûlés. Mhm. Et puis ici, un schéma de proportion d'espèces sur un village celtique. Donc, on a des os de chevaux, ils sont découpés. Après, il y a des différences entre les sites. Dans les villes celtiques qu'on appelle les oppidas, ils sont moins consommés que dans les villages, où là, ils sont vraiment plus abondamment consommés. Sur les sites ruraux, c'est un peu plus hétérogène. Et puis après, à partir de l'Antiquité, de la conquête romaine, là, je parle pour la Gaule, hein, l'actuel territoire français, on a une baisse de la présence de chevaux découpés sur les sites, qui va aller jusqu'à une quasi-disparition. Et là, c'est vraiment l'importation des traditions alimentaires grecques puis romaines, qui considèrent le cheval comme une viande répugnante. Ils appellent barbares ceux qui la consomment, qui ne sont ni grecs ni romains. Et, euh, et pour eux, voilà, on ne peut pas manger cette viande, c'est pas possible. Et donc, ils vont importer cette tradition alimentaire en Gaule. Et puis petit à petit, vers la fin de l'Empire, ce qu'on appelle le Bas Empire, à partir du IVe et surtout au Ve siècle, on commence à retrouver des sites avec pas mal d'os de chevaux qui sont découpés. Et ce sont des sites aussi où il y a du mobilier d'origine germanique. Mhm. Donc on a supposé en fait qu'à la fin de l'Empire romain, on sait par les écrits que les armées romaines recrutent beaucoup euh, chez les fameux barbares, parce qu'il y a des guerres à toutes les frontières et l'armée romaine n'y suffit pas, donc ils recrutent beaucoup de, de populations d'origine germanique. Et on suppose que c'est eux, en fait, qui ont ramené leur tradition alimentaire en Gaule et qui expliquent le renouveau un peu de l'hypophagie à la fin de l'Empire romain. Et puis, au cours du Haut Moyen Âge, donc le début du Moyen Âge,
On a également pas mal de sites qui présentent des os de chevaux découpés, notamment un que j'ai fouillé à Bourges, donc à côté de là où j'habite, où c'était des épandages d'os de chevaux et de bœufs qui étaient découpés de la même façon. Donc c'est bien la preuve que le cheval était consommé à cette période-là, Mm. Et sur et ce on site. sait chez les peuples amérindiens que le dépeçage, le découpage des animaux est une activité rituelle. Et Mm. moi-même, je l'ai observé chez les Navajos avec les moutons. Les moutons, les Navajos sont des éleveurs de moutons. Et Ouais. le dépeçage est ritualisé. Alors c'est... Chez les Mongols aussi, hein. Oui. Ouais. Mm. Ouais, ouais. Chez les peuples, tous ces peuples dits premiers, là, oui, c'est ce qu'on observe. Et il y a de fortes chances que, alors à partir du Moyen Âge, c'est moins le cas parce que la religion chrétienne est moins ritualisée vis-à-vis des animaux, mais chez les Grecs et les Romains, c'est aussi ritualisé, hein. Il y a ce qu'on appelle le sacrifice, euh, qui sont faits dans les temples. Euh, il y a des indices en Gaule, en Italie, en Grèce. Et puis, au cours du Moyen Âge, l'hypophagie diminue un petit peu en fréquence. Et dans les sources écrites, on voit que c'est tout le temps une viande de secours, en fait. Elle est quand même, elle a un statut particulier et elle est consommée que vraiment quand on ne peut pas faire autrement. Et ça va se prolonger durant l'époque moderne, où on a comment dire, des sources écrites, pareil, qui décrivent pendant des sièges de Paris ou pendant la Révolution les Parisiens qui se mettent à manger la viande de cheval parce qu'il n'y a plus rien d'autre, en fait, et que C'est ça. c'est la famille. Donc, il va y avoir comme ça des ordonnances royales de permission, d'interdiction, ça fait un peu le va-et-vient, jusqu'en au milieu du 19e, où là, la première boucherie chevaline officielle est ouverte à Paris, sur ordonnance de l'État. Donc, ça met fin à des centaines d'années d'interdiction. Mais c'est quand même toujours une viande à part, hein. Même actuellement, hein, c'est quand même la seule espèce de cheval qui a sa propre boucherie. Tout à fait. Et on ne verra jamais une tête de cheval comme on peut voir une tête de bœuf sur un étal de boucher. Il y a un archéozoologue qui est décédé récemment qui a écrit un article qui s'appelle Cheval viande honteuse et qui dit que en fait, le cheval doit avancer masqué pour être consommé parce que sinon, il a ce statut particulier qui fait que ça tique un peu. Pendant le Covid, j'ai eu des témoignages chez les Navarros, hein, que la consommation du cheval était indiquée parce que le cheval aurait, hein, des propriétés Mm, énergétisantes que n'ont pas d'autres viandes. mm, mm. Et il y avait cette connaissance ancestrale, hein, que la viande de cheval est une viande particulière. Donc, les Amérindiens l'ont consommé régulièrement, la viande de cheval? Ah, spécialement pendant la période du Covid Ah, d'accord. et en tout cas dans des périodes particulières, à des moments particuliers, parce Mm. qu'elle est censée avoir une énergie particulière et elle Ouais, est ouais, censée aider le corps à lutter contre les maladies, y compris ouais, contre ouais. les maladies psychiques d'ailleurs. Mais il y a aussi des indications à partir du 18e, 19e, là, avec les hygiénistes qui parlent des bienfaits de la viande de cheval aussi. Mm. Alors, ce qui est un peu nouveau à partir de la domestication des chevaux, c'est tout ce qu'on va pouvoir, quand ils vont être sollicités pour tout ce qui est monte, traction et bas. Donc là, j'ai mis une petite frise qui permet de voir à peu près les dates d'apparition des différentes pièces de harnachement. On a vu que le mort, c'est un des premiers, puisque c'est lui qui nous permet de voir si les chevaux ont été domestiqués ou pas. Et puis, l'hyposandale, on aurait pu. Il est un peu ancien, mais je pourrais rajouter un petit carré ici, parce que ça revient beaucoup chez les personnes qui ne ferment pas leurs chevaux et qui leur mettent des hyposandales. C'est vrai, j'ai des chevaux pieds nus et il y en a une qui a des hipposandales, absolument. Ouais, ouais. Juste, elles ne sont pas en métal maintenant, mais Mhm. Et ça existait donc chez les Romains. oui, les Romains les mettaient beaucoup. Il y en avait même pour les bœufs, les deux animaux de travail, en fait. Ils avaient déjà dû remarquer que leur route pavée usait beaucoup la corne des sabots et ils ont mis des hipposandales aux chevaux, aux ânes et aux bovins.
ou bœuf. Alors, comme source de... Donc, pour ces services qu'on demande au cheval de son vivant, on a deux axes. C'est tout ce qui va être harnachement, comme on vient de le voir, et puis tout ce qui va être déformation du squelette. Donc, j'ai remis cette dent particulièrement évocatrice de l'usure du mort. Et le plus souvent, quand même, c'est simplement, on voit ici la zone qui est un peu polie sur le devant de la prémolaire. Et des analyses fines au microscope ont même permis de voir donc, sur cette dent-là des traces ici qui sont des résidus métalliques. Mhm. Donc c'est vraiment un mort en fer qui est venu user la dent petit à petit. Et puis j'ai voulu prendre l'exemple de ce cheval que j'ai fouillé en 2017 à Bourges, qui est de la fin de l'époque celtique, parce qu'il présentait pas mal de pathologies lui aussi. Au niveau des diastèmes ici sur les mandibules, il y avait des traces qui montraient qu'il avait porté un mort de manière assez excessive. Qui a, L'os a clairement souffert. Sur ses lombaires, ici, on voit ce qu'on appelle des anthésopathies. C'était le début des becs de perroquet. On dit S'il souvent avait les becs vécu, de perroquet, oui, c'est ça. voilà, c'est ça. S'il avait vécu plus longtemps, ça se serait rejoint et ça aurait bloqué son train de lombaire. Et puis ici, sur son fémur, il y a la naissance d'un ligament qui permet l'extension du pied. Il y a également une anthésopathie. Alors, que ce soit sur les lombaires ou sur le fémur, ça peut être des pathologies qui sont dues à l'âge, mais là, il est mort vers 8-9 ans. C'est pas possible, en fait. C'est forcément, à cet âge-là, il n'aurait pas dû présenter ce genre de pathologie, donc il a dû être sollicité de manière assez récurrente et, euh, et de manière pas forcément délicate, et vraisemblablement pour de la traction, parce qu'on voit que c'est surtout son arrière-main qui est affectée. Les thoraciques n'avaient pas du tout ces pathologies-là, les thoraciques, là où ça soit le cavalier. Donc c'est vraisemblablement de la traction. C'est sûrement un cheval de trait, enfin de traction. Donc des chevaux qui Et étaient puis, vraiment au travail. ouais, c'est ça. Ici, une petite représentation. On a la chance, à l'époque celtique, d'avoir ce qu'on appelle des tombes à chars, où les très riches aristocrates celtiques étaient en haut et tout le char, tout le harnachement. Donc ici, c'est ce qui a été retrouvé dans une tombe et puis ce qui permet de reconstituer de manière hypothétique. Mais il y a des gens qui reconstituent grandeur nature pour voir si ça fonctionne en fait. Il n'y a que par l'expérimentation qu'on peut voir si une hypothèse peut fonctionner. Et donc il y avait des Euh, décorations également au niveau des harnachements à cette oui, époque. oui, ouais. Ouais, bah là on voit, hein, tu as vu, ici c'est Mhm. typique, c'est un décor très celtique, hein. On pense un peu au Triskel, mais c'est vraiment une marque celtique, toutes ces ronds. Et c'est ce qui était posé ici, en fait. C'est ça. Ouais. Quelque chose qu'on connaît moins, qui était déjà présent durant le Paléolithique, c'est la récupération de toutes les matières premières pour fabriquer des objets. Dans les sociétés pré-industrielles, la carcasse entière est utilisée. De la viande aux os, aux tendons, au cuir, enfin à la peau, tout est utilisé, il n'y a quasiment rien qui est jeté. Et pour identifier ces pratiques-là, c'est assez facile parce qu'on voit que ces os, en fait, ils sont sciés. Et la scie, elle marque vraiment le travail artisanal. Jusqu'au XVIIIe siècle. Après, elle va être employée en boucherie. Mais jusqu'au XVIIe, XVIIIe siècle, c'est vraiment, on est sûr que c'est un artisan qui a utilisé ces os. Et là, à Bourges, on a la chance d'avoir un site où on a pu reconstituer toute la chaîne opératoire. À partir de l'os tel qu'il est sur un cheval, on a enlevé ce qui n'était pas utile pour garder les pièces qui étaient bien droites. Et puis, on les a retaillées. Et petit à petit, pour arriver jusqu'à ces petites baguettes qui ont pu servir soit d'épingles, d'aiguilles. On en a retrouvé des entières qui étaient décorées avec des perles de corail, des perles d'ambre. Ouais. On avait vraiment un village artisanal à Bourges pour Ça, la période du 5e siècle avant Jésus. ça va en tout cas dans la direction d'une utilisation sacrée du cheval.
Et j'ai retrouvé ça avec les moutons chez les Navarros, où toutes les parties du mouton sont Mm, gardées, utilisées, mm, mm. et par respect pour l'animal. Oui, c'est ça. On gaspille pas, en fait. Et on ne gaspille pas exactement. Mm, mm. Et puis, ben, la dernière fonction, on pourrait dire, des chevaux, que j'ai appelé un accompagnement spirituel, rituel, psychologique, on ne sait pas trop, mais c'est c'est tout ce qu'on peut voir avec les tombes, en fait, les inhumations de chevaux. Donc là, j'en ai mis quatre qui proviennent de ma région. Dans le Berry, on a la chance, on a plein de tombes, enfin, j'ai de la chance, il y a plein de tombes de chevaux que j'ai eu l'occasion de fouiller. Et, euh, et on voit que ce sont des dépôts qui sont soignés. On a creusé quelque chose exprès, on a posé le cheval, on ne l'a pas jeté comme ça. Il y a une mise en scène euh, qui témoigne d'une relation particulière. Ici, c'est une tombe, une inhumation à Gondol en Auvergne, où là, c'est encore plus mise en scène. On a 8 chevaux et 8 cavaliers. Enfin, on imagine que ce sont leurs cavaliers, Mm. mais c'est pareil, ils ont été placés de manière très ordonnée. Les cavaliers, ils ont même le bras gauche qui est posé sur l'épaule gauche de Mhm. ceux qui sont devant, celui qui est devant. Et puis des fois, on a des dépôts un peu plus particuliers. Ça, c'est pareil, on a fouillé ça à Bourges. C'est un amas d'ossements humains. Il y en a une dizaine, mais qui ne sont pas tous complets. Il y avait un chien avec eux et des os de chevaux qui traînent par-ci par-là. Et là encore, ça paraît être un peu en bazar, mais en fait, c'est assez ordonné quand on le fouille. Et on peut se Et puis demander alors si là, le cheval avait pas ce rôle de psychopompe où il accompagnait exactement. son cavalier. C'est l'hypothèse principale que le cheval était déposé avec des humains pour aider à conduire leur âme, en fait. Et là, on sort du cadre français. On part en Russie, en Sibérie, dans les tombes scythes. Donc là, l'extrême chance là-bas, c'est que comme on est en zone désertique et très froide, toutes les matières organiques sont conservées. Donc en fait, le cheval, il est momifié. On voit la peau là qui est sur lui. Tous les éléments de harnachement sont conservés. Elles sont en cuir avec on voit les ornementations ici. C'est vraiment, et là encore, le cheval, il est déposé délicatement. Il n'est pas jeté dans une fosse pour s'en débarrasser. Donc, on a quand même là une espèce, le cheval, qui est la seule quasiment à bénéficier des mêmes rites funéraires que les humains. Mhm. Et pour moi, c'est vraiment, comme on a vu que les peintures rupestres, toutes les gravures de chevaux, c'était comme si c'était un embryon du futur lien, enfin d'un lien déjà présent, mais on on va préciser après en domestiquant un cheval. Et bien là, pour moi, ces tombes celtiques alors il y en a à l'époque celtique, mais il y en a à l'époque romaine, il y en a jusqu'au Moyen Âge en Italie. Pour moi, c'est vraiment aussi quelque chose qui vient euh, comme un fil rouge des interactions entre les humains et les chevaux et qui aboutit aujourd'hui à la médiation avec les chevaux. Mhm. Ce rôle d'accompagnant, de proximité, d'intimité, on pourrait même dire. Euh, il y a quelque chose à creuser. Enfin, moi, j'ai vraiment envie de continuer les recherches là-dedans. C'est le cas de le dire en tout cas. Oui, c'est ça. Pour moi, il y a un fil rouge vraiment entre les humains et les chevaux qui est là depuis tellement longtemps. En tout Et cas, on va depuis l'observer. littéralement des milliers d'années. Oui, des dizaines de milliers d'années. Mhm. Et c'est avec cette espèce-là, vraiment, qu'on la voit. Il y a un peu ce phénomène-là avec le chien, mais moins quand même. C'est cette proximité, cette intimité entre les humains et les chevaux jusque dans les tombes, elle est assez unique en fait. Et pour moi, oui, la médiation avec les chevaux aujourd'hui, c'est l'héritière de toutes ces dizaines de milliers d'années d'interaction Oui, particulière. oui, Mm, c'est mm. magnifique. J'ai un peu étudié les harnachements donc chez les Navarros, les harnachements traditionnels qu'on pouvait encore voir dans les années 30, 40. Donc il y a vraiment
On les retrouve dans les musées, on en voit parfois chez certaines familles qui ont conservé les harnachements traditionnels des grands-pères. Et donc avec une symbolique très très élaborée au niveau du Mm. frontal, au niveau Mm, mm, des rênes, au niveau de la sellerie, du harnachement. Tout est extrêmement symbolique et tourne autour des notions de l'abondance, de la mm, providence, mm. de la force qu'apporte le cheval et de la richesse et de la bonne chance, hein, qu'apporte le cheval. Ouais, ouais, tout à fait. Facile. Voilà. Là, Merci j'ai mis beaucoup. Et une donc petite une petite biographie. biographie Ouais, pour ceux qui veulent en savoir plus sur oui. notre histoire commune entre les chevaux et les hommes. Mm, mm. Et donc tu as publié un article sur les animaux et le Bah, territoire. c'est la publication de ma thèse, là, duquel j'ai sorti notamment tout ce qui était à Susanna Voilà. en particulier. Et donc également ce travail de Ludovic Orlando, Mm, auquel ma partenaire Yvette Running Horse Collin de la Nation Lakota a participé. J'ai interviewé mm, Yvette donc l'année dernière. Je compte l'interviewer d'ici 15 jours quand je serai aux États-Unis, qui a beaucoup travaillé sur essayer de relier ces données de la science que tu nous as présentées, hein, avec les données issues des fouilles, de la recherche scientifique, de l'ADN des chevaux, mm, mm, les données scientifiques traditionnelles, des mythes, des légendes, des histoires de création du cheval. Et moi aussi, j'ai cette croyance, hein, je crois vraiment qu'il y a un fil rouge qui nous relie mm, avec les chevaux, qui relie aussi les différentes traditions, les différents mythes, les mm. différentes légendes, peut-être au-delà des continents. Et en tout cas, un grand, grand merci, Marilyn, pour ce voyage. Je Euh, voulais juste finir sur une citation d'un grand archéologue qui est oui. décédé récemment Mm. et qui était très proche des chevaux. Et que c'est en faisant en préparant la présentation, j'avais jamais vu cette citation de lui Ouais. et que je trouve vraiment magnifique. Voilà. Je la laisse à la Ah, lecture. s'il est des lieux où souffle l'esprit, il en est un où vibre le vent de l'histoire, la crinière des chevaux. Et je suis bien d'accord, je connaissais un proverbe arabe qui dit que le vent du paradis, c'est celui qui souffle entre les deux oreilles des chevaux. Mm, mm. Merci pour ça, rien de grand ne se fait sans lui, et il est certainement dans le tréfonds de la conscience collective. Et dans ce mouvement, ce moteur, et il y a dans les mythes traditionnels, euh, chez les nations indigènes en Amérique du Nord, cette notion du mouvement originel, et le cheval représente aussi ce Mm. mouvement originel, ce cycle universel de la vie. Euh, alors merci pour cette belle présentation, Marilyn, Bah, et merci beaucoup à toi de me l'avoir avec, proposé. avec plaisir. Et donc l'interview est publiée sur la chaîne Cheval en Conscience. Si vous avez des questions, je les relayerai à Marilyn, hein, donc à Avec partir de plaisir. la chaîne Cheval en Conscience, autour de ces axes de recherche sur les connaissances traditionnelles des chevaux. Merci à toi, Marilyn. On va Merci beaucoup. Belle soirée. belle soirée. On va arrêter Au revoir. l'enregistrement.